C'est 23. Nouvelles technologies, univers numérique et innovation. Voici une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour tout le monde, bienvenue à une tasse de tech, édition spéciale Coco de Pâques, devrais-je dire, parce que c'est Pâques, n'est-ce pas? Faut pas se le cacher. Miam, miam, miam. Puis je sais pas pourquoi on se le cacherait. C'est tellement le fun, Pâques, avec le chocolat. Et généralement, les belles journées de printemps, mais là, en ce moment, il pleut sans bon sens. Peut-être que, espérons que ça va s'améliorer dans les prochains jours. Alain McKenna ici avec vous, comme à chaque fois qu'on fait une balado, n'est-ce pas? Avec mon valeureux collègue Pascal Forget. Salut Pascal. Bonjour Alain. Est-ce qu'on salue tout de suite les partenaires aussi, tant qu'à être dans le son? On va remercier nos partenaires pour la saison, pour le podcast Une tasse de tech, Microsoft et TELUS, de gros joueurs en technologie et en réseau. Et si vous aimez le café, vous allez beaucoup aimer la Jura E8, une machine à café entièrement automatique qui transforme du café en grains ou moulu en boisson chaude, caféinée ou pas de votre choix, avec un affichage par écran pour le choix des boissons, un ajustement précis des quantités de lait, d'eau et de café, un filtre intelligent pour éviter l'accumulation de tartre, un nettoyage facile pour du mécanisme pour le lait avec des enzymes. Ça se fait tout seul, c'est vraiment fantastique. Et une petite chute pour mettre du café moulu à l'arrière, donc pour le petit déca ou le café spécialité de l'après-midi, par exemple. Et leur distributeur Edica, leur salle de montre, elle est fantastique. On dirait un puits de Formule 1. C'est pop, 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 c'est beau, 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 c'est fantastique. Oui, comme c'est Pâques, vous pouvez aussi utiliser la buse de lait pour faire mousser du lait avec de la poudre de chocolat, de la poudre de cacao et vous faire un chocolat chaud Pascal. Oh, ça, il n'y a pas de virgule dans l'avant. C'est pas pour vous faire un chocolat chaud, virgule, Pascal. Ouais, chocolat chaud de Pâques. Mais avec Pascal aussi, je pense que ça peut se faire, ça s'arrange. On peut se contacter, prendre rendez-vous, n'est-ce pas? Vraiment donc, j'avais un plan plus tard dans l'émission de vous parler de deux téléphones Android. Alors, ça tombe bien parce que j'ai ces deux. Oh, ils sont flous, c'est drôle ça. Ah oui, avec le flou. J'ai un S22 Ultra. On a parlé du S22 de Samsung, du Galaxy S22 il y a quelques semaines. Là, j'ai reçu le S22 Ultra qui est le haut de gamme. Et entre-temps, on a parlé la dernière fois, le OnePlus 10 Pro. Je l'ai eu et la semaine dernière, vous le savez, là, j'ai fait une tasse de tech express en direct du Vietnam. J'en ai profité pour prendre une tonne de photos avec cet appareil-là parce que c'est une façon comme une autre de l'essayer. Je vais en parler ensuite. Mais ce sont des téléphones Android. Et c'est parfois difficile de migrer vers Android, mais semble-t-il que ça va être plus facile à l'avenir. Pascal, qu'est-ce qui se passe? Il y a une nouvelle application qui vient de voir le jour là-dessus. Oui, c'est très drôle et c'est un peu caché. C'est une application qui permet de passer d'un iPhone à Android dans le Apple Store. Donc, il y avait depuis longtemps une application. Ah oui, quand même. Du côté, dans le Apple Store, une application qui est un peu sortie sans flafla. Ils n'ont pas fait beaucoup de bruit là-dessus. Mais grosso modo, on pouvait depuis longtemps, du côté Android, installer une application qui facilitait le passage au iPhone, ce qui est un peu baveux quant à moi. Mais oui, ça pouvait aider les utilisateurs. L'inverse est maintenant vrai. On peut la chercher. Elle n'est pas répertoriée. Il faut vraiment la chercher pour la trouver. J'ai pu regarder sur le Apple Store. Ça s'appelle Switch to Android. J'ai pas vu la version française, comment ça va s'appeler. Switch to Android, le nom de l'application, c'est de Google. Donc, faites attention, j'ai vérifié. Il y a beaucoup d'applications de toutes sortes de développeurs qui te facilitent, mais qu'est-ce qu'ils font avec vos données? On ne le sait pas. Peut-être qu'ils sont légitimes, peut-être qu'ils ne le sont pas. Mais ça va permettre, entre autres, de transférer les photos et les vidéos de iCloud à son espace de stockage Android. Je ne sais pas à quel point ça fonctionne, je ne l'ai pas expérimenté, mais ça va vous aider à apprivoiser ceux qui sont tannés de l'environnement, de l'emprisonnement d'Apple sur les utilisateurs. Peut-être que du côté Android, ils vont avoir plus de flexibilité. En même temps, c'est toujours déchirant passer d'un système à l'autre. La transition fait peur. L'application Switch to Android va vous sur l'App Store d'Apple. Je suis un très grand promoteur de l'interopérabilité. Alors, tout ce qui permet d'être agnostique en termes technologiques, donc de pouvoir faire les mêmes choses, peu importe la plateforme. Je suis un gros fan. Ça pourrait aller plus loin. Hein. On pourrait pousser ça jusqu'à parler des jumelages entre les montres et les téléphones, peu importe la nature d'un puis de l'autre. Exactement. Donc, un pas dans cette direction-là, toujours un bon pas. On va tout de suite passer en mode actualité. Juste avant, je vais rappeler aux gens qui nous regardent ou qui nous écoutent que l'actualité techno de la semaine est présentée par l'infolette quotidienne InfoBref. Toute l'actualité de la journée, sans flafla, directement dans votre boîte de courriel 2 fois par jour, infobref.com. Il s'en passe des affaires. Il s'en passait pas jusqu'à à peu près hier après-midi. Et là, paf, Elon Musk a décidé de se réveiller tout d'un coup. Écoute, là, on le savait, il a acquis l'équivalent de 9% d'actions la semaine dernière. Au courant des derniers jours, il a été
mentionné la possibilité qu'il joigne le conseil d'administration. Ça, c'est pas bien résolu. Non, mais il a décidé de ne pas le faire. Il y avait son poste, c'était prévu, je crois, jusqu'en 2024. Elon Musk allait devenir membre du conseil d'administration, a fait quelques déclarations choc sur Twitter, entre autres en disant qu'on pourrait transformer les bureaux de Twitter en centre d'accueil pour les personnes itinérantes. C'est comme, wow! Elon Musk a annoncé qu'il ne voulait pas faire partie du conseil d'administration. Ça a choqué tout le monde. Parce que dans son invitation à devenir membre du conseil d'administration, il y avait une clause qui disait qu'il ne pouvait pas être propriétaire de plus de 14,8 %, quelque chose comme ça, d'actions de Twitter, donc devenir actionnaire principal, donc de pouvoir contrôler l'entreprise. Et là, il choisit de ne pas faire partie du conseil, donc il n'a plus la clause, il peut faire ce qu'il veut. Et là, il a fait une offre, il a vraiment rempli les formulaires officiels auprès des autorités américaines pour racheter Twitter et la retirer de la bourse, donc privatiser le service s'il en prend possession. La transaction, si elle se concrétise, pourrait valoir 43 milliards de dollars américains, de l'argent de poche qu'Elon Musk, évidemment, ne possède pas vraiment parce que sa valeur, à lui, il vaut au-dessus de 280 milliards, je pense, ou peut-être moins que ça, parce que la bourse a un petit peu diminué de valeur ces derniers mois. Mais, donc, il pourrait financer avec sa propre valeur boursière en temps de transition des actions. Donc, c'est pas apparent exactement comment il pourrait faire ça, mais il l'a offert. Écoute, c'est un montant qui est un petit peu plus que... En fait, c'est presque le double de ce que valait Twitter à son creux en janvier, mais là, ça représente environ une surprime de 15 à 20 % selon, parce que là, évidemment, ça a fait monter la valeur du titre, juste cette histoire-là. Mais c'est un montant qui est pas banal. Évidemment, Elon Musk a un intérêt très personnel dans Twitter parce que c'est un des plus gros utilisateurs, des plus grands utilisateurs, ça, il n'y a pas de doute, avec un compte qui est suivi par 80 millions de personnes, je crois. On sait son pouvoir d'attraction qu'il a sur cette plateforme-là quand il parle d'une entreprise ou d'une crypto-monnaie. Soudainement, ces objets-là prennent beaucoup de valeur parce que les gens embarquent dans le mouvement. Donc, lui, il a intérêt à ce que le service continue de s'améliorer et d'évoluer. Je pense qu'il n'est pas satisfait de la façon dont ça évolue. Le meilleur exemple, c'est que c'en est un de ceux qui souhaiteraient voir un bouton pour modifier les tweets une fois publication pour justement corriger des erreurs minimales. Là. C'est sûr que reformuler complètement, ce serait une autre conversation, mais au moins corriger des boulettes. Écoute, on tweet à tous les jours et ça arrive souvent, le clavier nous fourche et là, on fait une coquille et on ne peut pas la corriger. Ça, c'est très fâchant. Mais Twitter a annoncé qu'il travaillait là-dessus, qu'il allait le tester pour les utilisateurs avec le petit crochet bleu. Il y a Twitter Blue aussi qui a été mis en place, effectivement, service par abonnement payant pour enlever la publicité puis offrir des services évolués comme celui-là, puis ça stagne, il n'y a pas une très grande traction. Et c'est d'ailleurs une des critiques que Musk a fait par rapport à Twitter dans les derniers jours. Ça va être intéressant à suivre parce que ça ne va pas se régler en 2 jours. Quoique avec Elon Musk, apparemment, tout est possible. Mais ce que je voyais, c'est qu'au niveau des analystes financiers, donc strictement au niveau business, parce que Twitter, évidemment, est une entreprise cotée en bourse et suivie par des analystes et investisseurs, à son sommet, il y a quelques mois, l'action de Twitter valait 70 $. En ce moment, elle est à 25, je crois, et l'offre de Elon Musk est aux alentours de 28-29. Et ce que les analystes disent, c'est qu'en bas de 70 $ l'action, il n'y a aucune raison d'accepter cette offre d'achat-là. Donc, ça pourrait... À moins qu'Elon Musk surenchérisse, ce qui est généralement quelque chose qui se produit dans ce genre de situation-là, parce que c'est pas une offre d'achat hostile strictement parlé, mais c'est quand même une offre non sollicitée. Donc, il va y avoir effectivement une conversation au niveau des actionnaires et des principaux actionnaires de Twitter suite à cette offre-là. Mais ça va être le fun de suivre l'évolution de ça. Et ce que ça envoie comme signal au minimum, c'est que Twitter a besoin d'évoluer, de bouger un peu parce que ça n'a pas beaucoup changé depuis quelques années et Instagram continue de gagner en popularité. TikTok est arrivé et comme prend toute la place. Donc, il y a vraiment, c'est challengé dans tous les sens et ça va avoir besoin d'évoluer parce que sinon, ça pourrait... je tweetais justement la semaine dernière parce qu'Elon Musk l'a dit, Twitter, c'est de moins en moins intéressant. Et de l'autre côté, on voit beaucoup de TikTok être de plus en plus attrayant, même pour les journalistes, les sources d'information qui ne sont pas nécessairement du divertissement. Donc, il y a quelque chose là. Il y a vraiment un mouvement qui s'opère et Twitter pourrait perdre au change si ça continue comme ça. Oui. Moi, je me souviens encore de la phrase que mon cousin m'avait dit au début de Twitter. Il m'avait dit, j'ai pris en note pour pas l'oublier, je trouvais ça tellement remarquable. Mon cousin avait dit, à part les journalistes, les vedettes, puis les gens qui ont des affaires à vendre, là, ça sert à quoi Twitter? C'est comme... Parce que quand on y pense, tu sais, YouTube, il y a du divertissement. TikTok, il y a du divertissement. Facebook, il y a du divertissement. Twitter, c'est pas axé sur le divertissement. C'est pas aussi... Et donc, c'est axé nouvelle actualité, information. Et donc, c'est qu'au niveau du
de la rentabilité du financement, c'est plus délicat Exact. de rentabiliser Twitter si on ne veut pas le rendre en truc trop racoleur ou trop accrocheur ou en faisant des déclarations comme celle de Elon Musk. On n'a pas fini de parler des frasques d'Elon Musk. Ben, j'allais dire, est-ce qu'il y a un moyen de l'aider dans son plan ambitieux là, de racheter Twitter? Est-ce qu'il faudrait acheter un lance-flamme aux couleurs de son autre entreprise ou est-ce qu'il y a d'autres façons de faire? Qu'est-ce qu'on fait? La petite nouvelle qui m'a fait sourire, c'est que Tesla a déposé la marque Cyber Backpack. Et là, ça pourrait donner l'impression que Tesla voudrait commercialiser un sac à dos Tesla. Donc, c'est assez particulier et c'est très drôle parce que, comme tu l'as mentionné, Tesla a déjà fait un lance-flamme pour sa compagnie Boring. Il avait fait une espèce de gag, mais il y a vraiment des gens qui ont acheté un lance-flamme de la compagnie Boring. Ils ont fait un mini-short Tesla avec les lettres S, 3, X et Y en l'honneur de ces différents modèles, mais S3, X, Y, visualisez-le, ça fait sexy. Donc, c'est très drôle. Il a fait une bouteille de tequila qui s'est vendue, évidemment, qui vaut une fortune. Un cyber-sifflet, je ne la savais pas, celle-là. Un cyber-sifflet à 50 $. C'était pour se moquer du chiffon nettoyant d'Apple qui coûtait une fortune. Ah oui. Il s'est dit, moi, je vais faire un cyber-sifflet. Donc, il y a des gens qui se sont procurés un cyber-sifflet à 50 $ qui ressemblait un peu au Cybertruck. Donc, pourquoi Tesla a acheté la marque de commerce Cyber Backpack? Ça pourrait être un sac à dos, évidemment. Moi, je me demandais, ça pourrait être peut-être une idée de concept. Imagine une pile d'appoint qu'on peut mettre comme un sac à dos sur son véhicule Cybertruck. Est-ce que c'est plausible? C'est possible? C'est le flash que j'ai. Quelque chose qui peut avoir en lien avec la benne de la camionnette, ouais, que ce soit. Tu mets une pile d'appoint dans ta benne, tu veux plus d'autonomie. Moi, c'était mon flash, mais j'ai appris que c'était tout simplement que c'est un dépôt de marque peut-être au cas, parce qu'il y aurait un TikToker qui s'appelle Ritz, comme les biscuits, qui avait créé un cyber backpack, le backpack que Tesla n'a jamais fait, qui est avec une coquille rigide un peu, qui ressemble un peu à la forme du Cybertruck, qui est triangulaire, parce que ça facilite le transfert du poids sur le dos, semble moins pesant. Il y a un port USB, il y a un petit truc à combinaison pour le verrouiller, qu'il propose sur son site à 199 $. Ça semble très, très Kickstarter comme projet. Il n'y a pas de date de livraison, il n'y a pas d'infos. Donnez-moi 200 $, puis... On verra, ben oui. On ne sait pas trop. Puis le site, en ce moment, il a l'air de cafouiller beaucoup. Est-ce que c'est parce qu'il y a eu beaucoup de demandes, beaucoup de gens qui ont appris la nouvelle et qui se sont dit « Hey, je veux voir ça, je veux le commander ». Et la chose qui est très drôle, donc Tesla maintenant a le nom Cyber Backpack, donc peut-être tout simplement va prendre le nom de domaine puis va dire hey, oublie ça. Peut-être qu'ils vont le faire. Le Cyber Backpack, ça pourrait être un beau clin d'œil. Il était quand même joli, le design. Tu as eu l'occasion d'aller sur le site. Et j'ai découvert quelque chose de très rigolo. Je ne sais pas si tu le savais. Sur le site de Tesla, on peut se procurer différents produits qui ne sont pas des voitures. Dont, entre autres, un chargeur pour téléphone portable. On peut se procurer plusieurs vêtements, dont un blouson aviateur à 165 $, de assez joli design. Je ne sais pas si c'est standard comme design, mais il était assez joli. Un sweatshirt ras du cou, 95 $, mais aussi des cartes cadeaux. Donc, si tu veux encourager, tu veux t'acheter une Tesla à linge, je peux t'offrir une carte cadeau de 100 $. Merci, ce serait très apprécié. Il en manquerait quelques-unes pour voir. C'est pas la valeur que tu peux mettre. Mais la plupart des gens qui achètent une Tesla achètent des accessoires aussi, une casquette ou un chandail. Donc, il doit y avoir un petit revenu d'appoint intéressant pour Tesla là-dessus parce qu'on le sait, Tesla, c'est une marque qui a une certaine valeur de culte aussi auprès de bien des gens. Donc, oui, puis je ne savais pas que ça existait. Donc, les fans de Tesla qui veulent les marques qu'on sait, c'est ce qui beaucoup de gens aiment, veulent les vêtements de marque. Donc, il faut avoir la marque Tesla sur vos vêtements. Je trouve ça très bientôt un sac à dos peut-être, allez savoir. Bon point. Toi, tu veux parler de métavers. J'allais dire ça, passons du Cybertruck au métavers. Vous savez, Facebook s'est rebaptisé Meta il y a à peu près 6 mois, en promettant justement l'avènement de cet univers digital, numérique, immersif. Et j'ai sursauté en démarrant mes lunettes Oculus. Normalement, il y avait un petit logo Oculus. Dernière fois que je l'ai démarré après une mise à jour, Meta. J'ai comme, qu'est-ce que c'est ça? Où je suis? Mets ta tête dans le casque. Bref, c'est un concept, n'est-ce pas, qui demandait à être amélioré parce que justement, ils sont en train de rebrander la patente, mais ils travaillent aussi à créer un modèle commercial pour que ça soit viable, ce projet-là. Et là, on a su, parce qu'on le sait de l'autre côté, il y a l'avènement, je devrais dire, des NFT, les fameux jetons numériques, virtuels, qui permettent de transiger des biens virtuels
personne à personne en ligne, et le métavers veut profiter de cette manne-là pour permettre justement aux gens qui sont dans leur environnement virtuel de s'échanger des biens virtuels. Ça peut être aussi banal qu'une tuque numérique pour son avatar Facebook ou son avatar Meta ou Oculus, je ne sais plus comment on va l'appeler. Et là-dessus, bien évidemment, Meta prend une commission parce que c'est comme ça que ça fonctionne dans le merveilleux monde du numérique. De la même façon qu'Apple et Google prennent 30% de la valeur des applications vendues sur leurs boutiques respectives, Meta proposait de prendre 30% aussi des produits, des biens vendus sur sa plateforme. Mais ce n'est pas tout, et c'est là où ça se corse. En plus de ça, Meta veut organiser une boutique de biens virtuels sur sa plateforme où on vendrait ces objets-là. Et dans cette boutique-là, on prendrait un autre 25% par-dessus. Donc, sur le 70% restant, on prendrait un autre 25%. Calcul rapide, 47,5% du montant payé pour des biens virtuels sur cette plateforme-là irait directement dans les poches de Meta qui, à travers tout ça, finalement, n'a pas fait grand-chose à part fournir la plateforme. Et c'est là où ça se corse, parce qu'évidemment, c'est une somme d'argent importante. C'est quasiment autant que l'impôt québécois et canadien sur le salaire moyen des gens qui gagnent plus que 40 000 $. Donc, c'est quand même un montant pour les développeurs, en plus, qui veulent vivre de cette, ou les créateurs, peu importe, qui veulent vivre de cette création artistique ou peu importe, virtuelle et numérique. Évidemment, ça rend ça beaucoup moins attrayant. J'imagine que ça va être en discussion parce que ça reste un projet à venir chez Meta. On en discutait cette semaine comme de voici notre plan pour le déploiement de cette plateforme-là. Si c'est un premier coup juste pour faire jaser, ça a fait jaser beaucoup, mais peut-être pas dans le bon sens. C'est drôle parce que même Apple a réagi en disant, vous savez, Facebook critiquait depuis un bon bout de temps notre modèle où nous, on prend seulement 30%. C'est un peu hypocrite de leur part de prendre 47,5%. Donc, on sent que ça va faire du millage, cette conversation-là, et qu'on n'est pas sorti de cette... Parce que c'est purement... Il n'y a pas de raison, hein, pourquoi 30%, pourquoi 40%. C'est juste la compagnie qui a décidé ça comme ça. Donc, il n'y a pas de rationnel, on dit en anglais, rational derrière ça. Le raisonnement demande d'être prouvé. Donc, ça va être intéressant de suivre ça. Mais moi, ce que j'en retiens, c'est que, ça va coûter cher, vivre dans le métavers. Hein. On parle que ça coûte cher dans le vrai monde, là. Il y a beaucoup de gens qui vont en profiter. Le monde virtuel aussi coûte cher. Il n'y a pas de doute là-dessus. Meta va en profiter. Il semble-t-il qu'il faut financer les agents de sécurité de Mark Zuckerberg, donc ça prend ce que ça prend, n'est-ce pas? Oui, écoute, c'est une autre petite nouvelle qui m'a fait plaisir. La vie des gens riches et célèbres. Meta aurait dépensé, on passe de Meta à Meta, on reste dans le concept aujourd'hui. Meta aurait dépensé quelques 27 millions de dollars en 2021 pour la sécurité de Mark. Wow! C'est quand même important. Quand on y pense, une personne qui peut, si Mark Zuckerberg était blessé, attaqué, et ainsi de suite, ça pourrait faire fluctuer grandement le prix de l'action et on veut éviter ça. Donc, je me souviens que j'avais fait une rencontre avec les dirigeants de BlackBerry à l'époque. Et je me souviens qu'à un moment donné, puis je ne sais pas si c'était présent à ce moment-là, à un moment donné, je vois qu'il y avait des gens en noir avec des lunettes un peu partout, puis des micros dans l'oreille, puis là, tu te rends compte que le conseil d'administration de BlackBerry était là. Si quelqu'un faisait quelque chose, l'action de BlackBerry, elle a baissé anyway, mais à l'époque, l'action de BlackBerry valait très cher. C'est très drôle. Donc, on a dépensé 23 millions en 2019, 25 millions en 2020, 27 millions en 2021, ça augmente sans cesse, 2 millions par année, c'est quand même plus que l'inflation. 15 millions de dollars vont pour sa sécurité personnelle de Mark Zuckerberg lui-même, plus 10 millions pour lui et sa famille. Il faut quand même protéger sa famille aussi. Là-dedans, ça fait 15 millions plus 10 millions. Pourquoi ça fait 27 millions? C'est qu'il faut inclure là-dedans 1,6 million de dollars simplement pour les vols privés. Ah bon? Ils ne se déplacent pas en Uber. Pas en classe économique non plus, hein, j'imagine, effectivement. Non, mais vol privé, encore une fois, si tu veux assurer la sécurité de quelqu'un, le déplacer, tu prends des vols privés, c'est peut-être plus sécuritaire. Et il faut se dire cependant, puis ça c'est la bonne nouvelle de tout ça, c'est que c'est une petite baisse, le montant dépensé pour les vols privés. C'était 2,9 millions en 2019. Peut-être que la COVID a eu un effet de baisse sur le prix des Mark a moins voyagé en 2021. Suivre son exemple et faire plus de réunions dans le métavers, parce que c'est un peu ça qu'il espère arriver à créer comme environnement. Ça serait cohérent de faire ça, donc diminuer le voyage, puis avec la COVID, évidemment. Et j'aurais aimé comparer avec Elon Musk et Jeff Bezos, qui eux aussi ont une sécurité importante, mais on ne sait pas exactement laquelle. Ils ne dévoilent pas exactement les détails de combien ça coûte, ce qui est peut-être stratégique aussi. Si tu sais qu'une personne, si un allumé entend parler, hey, moi, ça 27 millions, hey, moi, quand même, ça pourrait stimuler les énervés.
je ne sais pas comment le décrire, mais bon, donc de garder un peu ça discret, je trouve ça correct aussi. Très amusant. C'est les gros sous, effectivement. C'est tout intriguant, tout ça. Écoute, on va faire une pause, c'est la fin de l'actualité. Il y en a plus, mais évidemment, il faut arrêter. Courte pause, donc. On va revenir avec un sujet intéressant. On va parler de ville intelligente et pourquoi ça devrait vous intéresser et pourquoi ça devrait vous concerner avec des gens de la ville de Laval. Restez avec nous, on revient dans une petite seconde. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bonjour et bienvenue à Une tasse de tech, édition Pascal. J'aurais dit Pascal au carré parce que c'est Pâques et on a Pascal, même au cube. Je réalise, on a 2 Pascal aujourd'hui. Wow! Je vais éclater. Parce qu'on a une invitée de marque. On va parler de quelque chose, d'un sujet super intéressant. Ça a l'air sec et froid comme ça quand on le parle. Ça a l'air d'un truc très gouvernemental et tout le kit de gestion, mais non, il y a du concret. On va parler de ville intelligente. Mais avant, Pascal Forget, co-animateur apprécié, je te laisse présenter le segment. L'entrevue de la semaine d'une tasse de tech est présentée par GoDaddy qui offre un moyen facile de créer un site web personnalisé et professionnel pour votre entreprise. GoDaddy.ca, vous voulez un site web, vous avez envie d'un site web, vous voulez expérimenter, voir de quoi votre site web pourrait avoir l'air, allez sur GoDaddy.ca, ils ont tout ce qu'il faut pour vous. Amusez-vous. Merci. On va passer d'un Pascal à l'autre parce que notre invité s'appelle Pascal Dionne. Il est conseiller principal innovation et ville intelligente à la ville de Laval. Pour parler justement de ville intelligente, c'est un concept qui existe depuis un petit bout de temps, qui est né vraiment dans le secteur des technos. Moi, ça me fait penser à la première fois que j'ai abordé cette question-là, c'était avec IBM qui voulait vraiment pousser des appareils, des accessoires connectés, du data vraiment produit au niveau municipal, que ce soit pour compter le nombre de voitures dans une route, ou le nombre de cyclistes sur une piste cyclable ou des choses comme ça. Ça venait vraiment de l'industrie, du monde des affaires, puis ça a évolué vers quelque chose qui est devenu aujourd'hui plus... je ne veux pas dire politique, mais vraiment au niveau de l'organisation municipale. Et il y a des applications citoyennes. En tout cas, il existe, ça va dans tous les sens. Et à travers ça, au fil du temps, sans faire exprès, j'ai vu souvent la ville de Laval mentionnée comme une municipalité qui veut développer ça. Alors, ça tombe bien qu'on ait des gens de Laval avec nous. J'ai été impliqué, et ça, c'est quand même pas rien, j'ai été impliqué dans un comité municipal, là où je demeure, pour développer des applications de ville intelligente. Donc, j'ai vu aussi l'espèce d'envers de la médaille où il y avait un regroupement de citoyens, il y avait des pro-techno, il y avait des anti-techno, des gens qui disaient « Moi, je ne suis pas sur Facebook, je ne veux rien savoir et je refuse de voir ça. » Alors, on voit qu'il y a vraiment, c'est un sujet qui polarise un peu malgré tout. Donc, on va en parler parce que la Ville de Laval a une stratégie, a déjà des choses en place et je pense que même vous êtes rendu loin dans la réflexion. D'ailleurs, je pense que vous parliez tout à l'heure, Pascal, de la 3e génération de Ville intelligente à Laval. Qu'est-ce que c'est exactement pour vous, ce concept-là? Oui, pour nous, c'est une ville qui est concept de ville intelligente, mais cette fois-ci centrée sur le citoyen. Hein, vous l'avez expliqué, on est passé d'une génération vraiment technologique poussée par les compagnies avec certaines limitations. On est passé ensuite à une génération de ville intelligente basée sur les hubs, en espérant que la recette allait venir de l'extérieur, que les startups allaient venir nous aider à propulser les villes, puis à offrir des services qui allait être équivalent à ce qu'un citoyen a dans la vie de tous les jours quand il va au magasin, quand il va au cinéma, quand il va, etc. Et bon, encore là, en fonction d'un paquet de peut-être d'obstacles, cette notion-là a migré cette fois-ci vers quelque chose davantage centré sur le citoyen. On parle de co-création, de co-design, de participation citoyenne. On voit même jusqu'à certaines villes aller avec des budgets participatifs, comme la ville de Laval le fait présentement. Et c'est dans cette optique-là d'avoir, je pense, l'idée d'offrir aux citoyens quelque chose qui se reconnaît dedans, mais quand il fait affaire avec la ville. Donc, de passer par les technologies, mais aller au-delà des technologies pour développer ce genre d'image et de services là, qui accompagnent le citoyen. Mm-hmm. Ben ça, c'est assez nouveau, cette notion parce que tout est une question de proximité. Hein, c'est que de permettre aux citoyens de participer, que ce soit activement ou passivement. À la base, la ville intelligente, c'était vraiment une collecte de données, évidemment anonymes et tout le reste, là, mais sur les habitudes des gens pour améliorer l'expérience. C'est tout du buzzword de TI, là, mais l'expérience de l'utilisateur au quotidien. Moi, l'exemple qui me revient tout le temps en tête, c'est de pouvoir savoir à l'avance à quelle heure exactement va passer le camion de recyclage pour ramasser le bac, pour le sortir au bon moment, parce que souvent, on se lève le matin, puis le camion est déjà passé. Quand on vit en banlieue, c'est une catastrophe hebdomadaire. Est-ce que c'est un peu ça l'exemple de ce qui est recherché chez vous à Laval, ou est-ce que c'est plus large que ça, ce que vous faites?
C'est un peu l'image de ça, mais on commence par des petits pas. Je vous expliquais tantôt que notre nouveau directeur général a décidé d'y aller vers ce qu'on appelle une ville apprenante, basée sur les concepts de l'UNESCO, basée sur ce qui se fait ailleurs, mais quelque chose de plus actuel, dans lequel on peut légitimement progresser là-dedans et aller vers la destination qu'on veut, mais en apprenant. Puis quand je dis en apprenant, c'est par commencer par apprendre de nos données. Mm-hmm. Hein? On a, si je reviens ici, j'avais quelque chose à vous présenter. Pour commencer à être intelligent, faut qu'on favorise la circulation de l'information à travers la ville avec les différents employés, avec les différents services. Déjà là, si on n'est pas capable de mettre ça en place, comment peut-on apprendre? Comment peut-on apprendre le besoin de notre citoyen quand on est un usager, par exemple, qui répond à la deuxième ligne? Mm-hmm. Donc, de faire circuler ça, commencer à accumuler de la donnée pour pouvoir se faire une idée de ce qu'on a entre les mains. Ensuite, il faut la valoriser, cette idée-là, ces données-là, si on veut optimiser l'information, puis apprendre mieux. C'est un peu dans ce contexte-là, vous avez sûrement entendu parler, mais ce qui sort ces temps-ci, c'est une initiative d'innovation qui a débouché sur un assistant virtuel utilisant l'intelligence artificielle pour accompagner l'agent qui répond au téléphone au 311 quand il parle avec un citoyen. Puis le même principe de ville intelligente s'applique avec l'intelligence artificielle, c'est qu'il faut commencer à quelque part, faut accumuler de la donnée, puis de toute façon, avec ces données-là, on va entraîner notre système à s'améliorer tantôt. Mais voyez-vous, c'est un nouveau paradigme. Avant, on essayait d'avoir l'application parfaite, puis quand c'est pas mal solide, je la lance. Mm-hmm. Alors que là, on commence à aborder les choses différemment. En ce moment, à Laval, et je ne sais pas ailleurs, moi, une des premières fois que j'ai parlé de ce genre de concept-là avec la Ville de Montréal, il était question de synchroniser les flux de circulation. Puis eux, ils voyaient ça comme le bout de l'intelligence municipale, disons. Concret, ça. Technologique, là. Il y a une grosse notion de mobilité, de fluidité du mouvement, en fait, au sens transport, mais aussi au sens des données liées au concept de ville intelligente. Est-ce que vous voyez ça comme ça aussi à Laval? C'est vraiment d'abord la mobilité du citoyen qui est au cœur du phénomène? Oh, je pense que c'est central. D'ailleurs, notre nouveau directeur général, quand je dis nouveau, est là depuis quelques années, a, je pense, mis en place un bureau de la mobilité, OK, pour aller au-delà. Parce qu'on sait que dans les villes, généralement, oui, l'ingénierie s'occupe de certains aspects de la mobilité, mais les transports en commun en maintiennent aussi une grosse partie. Oui, exact. Transport actif aussi, oui. Essayer de mettre ces deux-là ensemble avec un plan d'urbanisme qui s'en va vers une ville du 21e siècle, autrement dit, où qu'on cherche, malheureusement, c'est pas souvent expliqué comme ça, mais on cherche à diminuer quand même l'auto-solo, hein, à densifier des secteurs, avoir un secteur intelligent. Là, on embarque dans ce que vous dites de mise en contexte, de mise en commun de tous les intervenants, puis de travailler sur cet aspect de mobilité-là. Mais à Laval, une chose qu'on remarque par rapport justement à Montréal est beaucoup plus vocal par rapport à ça. Hein, quand ils ont une image de ville intelligente, on sait qu'il y a des initiatives. Je pense qu'ils sont un moteur. D'ailleurs, ils ont gagné le prix de l'Industrie Canada de 50 millions pour ça. Et c'est fantastique. Ce sont des ambassadeurs pour ça. Par contre, à Laval, il y a une approche un peu plus réservée par rapport à ça. Parce que oui, on a les feux de circulation intelligents aussi. On a les lumières d'aile intelligents pour les lampadaires. Il y a un paquet de choses comme ça. Au niveau de la STL, les gens, ça fait longtemps qu'ils peuvent justement, je pense, dès leur station d'autobus ou qui embarquent, ils peuvent composer des numéros pour savoir est-ce que l'autobus est en avance, dans combien de temps elle arrive. L'autobus, lui, en fonction, s'il est en avance, les feux de circulation vont déjà s'adapter pour lui pour qu'il arrive au bon moment à l'arrêt d'autobus. On veut pas des autobus qui arrivent 2 minutes d'avance et qui prennent tout le monde par surprise. Puis, et vice-versa. Donc, s'il est en retard de 30 secondes, les feux de circulation à l'avant vont s'adapter, vont être plus courts. Hein. Wow! C'est déjà des choses qu'on a et ça grossit tranquillement. Je ne peux pas vous en parler parce que je ne suis pas le spécialiste ingénierie, mais je sais qu'il y a un bon nombre d'intersections qui sont déjà comme ça. Et moi, à chaque fois que je me promène, coin Le Corbusier et du Souvenir, c'est la même chose, hein, proche du pôle éducationnel qu'il y a là-bas avec l'UQAM, l'UDM, le Collège Montmorency. Fait qu'on le voit, là. On voit que des fois, traverser en auto, faut que tu passes vite parce que les autobus sont là et ils servent ils se dépêchent à aller porter les étudiants. Fait que oui, ça aussi, ça fait partie de cette vision stratégique que la ville a, du nouveau plan d'urbanisme qui vient d'être sorti, comme je disais, centré autour de Todd,
On a l'état du métro, on a l'état du train de banlieue, et tout ça va ensemble. Oui, c'est ça qui crée, un phénomène plus intelligent dans le sens où tout ça se parle d'une certaine façon. C'est vrai qu'il y a une notion aussi d'efficacité énergétique. Je ne sais pas si c'est une question de chance, mais vous avez eu l'occasion à Laval, en tout cas, de revoir, de réfléchir très récemment à la façon dont vous avez déployé un très grand centre-ville qui me paraît très ambitieux là, autour de la station Montmorency du métro, entre autres. Oui. Et il y a aussi cette notion, il y avait, je pense, un projet pilote avec le MIT, le fameux MIT américain, pour développer un quartier, je crois que c'est un quartier intelligent. Est-ce que ça avance ou vous en êtes où par rapport à ça? Bonne question que vous me posez là. Je n'ai pas toutes les réponses, mais oui, le contrat est toujours là. Les étudiants se penchent là-dessus. On va s'attaquer autour d'un parc. Le parc va s'appeler autour du Carré Laval. Vous savez, il y a le palais de justice qui est là. Illumi. Oui. Et vous, Illumi est là, dans ce coin-là. Donc, ils vont faire un parc vraiment intelligent. OK, avec tout ce que ça prendrait pour animer, donner une signature à cet endroit-là. Donc, ils se penchent sur différentes stations comme ça. Comme j'expliquais, ce parc-là, tantôt, va être en lien avec un parc linéaire qui va amener de la verdure, qui va passer par-dessus l'autoroute, qui va amener à l'autre portion du centre-ville qu'on appelle le secteur culturel, dans lequel s'en vient une très grande bibliothèque, un genre à l'image de la Bibliothèque nationale, je crois qu'on retrouve à Montréal. Mais ce bâtiment-là est déjà en réflexion pour être un bâtiment intelligent. Donc, il y a déjà des ateliers avec des firmes d'innovation pour qu'on réfléchisse à tout ce qu'un citoyen pourrait avoir là. Et ça, encore là, ça va être en lien avec un centre culturel à côté, avec la Place Belle qui est là, avec tout ce qui s'en vient pour le centre culturel. Mais il y a effectivement beaucoup de choses. Et puisque c'est bien circonscrit géographiquement, je ne crois pas que c'est trop ambitieux. Je pense au contraire, c'est vraiment quelque chose en tout cas, à mon humble, n'oublions pas que je vous parle du côté des TI parce que je proviens des TI, mais je pense que c'est quelque chose qui est, en tout cas, il se passe des belles choses à Laval et ce n'est pas toujours communiqué. Et ça, c'en est une. C'est très dynamique, puis c'est bien fait. Sur la réalité, effectivement, ce qui fait d'où l'intérêt de parler avec les TI, parce qu'il y a toute la question des données. Là. Pour rendre la ville intelligente, ça prend une compilation, une accumulation de données assez importante. Comment vous fonctionnez par rapport à ça? J'imagine que c'est sécurisé tout le reste. C'est quoi la stratégie par rapport à ça? C'est une très, très, très bonne question que vous amenez là. Puis, une des victoires qu'on a eues avec l'assistant virtuel, autrement dit, à rendre en production, à changer les processus d'affaires des gens, puis d'amener une technologie émergente entre les mains de façon fonctionnelle. Mais on a eu un peu de chance de ce côté-là parce que la ville s'était déjà positionnée auparavant sur, mettant en place une équipe d'innovation. Deuxièmement, commencer à penser à une infrastructure infonuagique. Donc, quand le COVID est arrivé, nous, c'est peut-être par chance, peut-être par extrêmement bonne planification, mais on était déjà prêts. Au jour 1, on a pu être en télétravail, et justement parce qu'on avait toute cette infrastructure infonuagique autour d'Office 365, la collaboration avec Teams, SharePoint, etc. Et pour répondre à votre question, c'est que ça a jeté les bases pour la ville intelligente, pour le cumul des données. Donc là, avec nos architectes, on a mis en place des data lakes pour pouvoir recevoir une quantité énorme de données provenant d'IoT, d'intelligence artificielle comme on le fait là. Fait qu'on a la chance d'avoir des architectes qui sont plutôt ferrés dans ce domaine-là. Fait qu'on est en train de mettre ça en place, mais en bonne et due forme. Voyez-vous, fait que je pense que on va avoir il y a des choses qui se font, c'est sûr qu'on est encore en transformation, on a encore du on-premise, mais l'espace infonuagique est en préparation, puis va ouvrir la porte à tout ce qui se passe dans certains services, puis cette cumulation là, des données qui proviennent d'un peu partout. Parce que ça, c'est un enjeu dans la plupart des villes. Chaque service est un peu propriétaire de sa donnée, et pourtant, c'est une donnée corporative. Les actifs corporatifs du territoire sont souvent gérés par chacun des divisions, mais pourtant, quand je suis une ville, je veux savoir ce que j'ai sur mon territoire, qu'est-ce qui s'y passe. Donc, ça ne doit pas être teinté par ma thématique d'application. Et là, je pense que cette mise en place d'une infrastructure infonuagique-là va permettre de consolider tout ça. J'allais dire, parce qu'évidemment, Laval, ça reste une des plus grandes municipalités du Québec. Est-ce que vous parlez avec d'autres municipalités dans la province pour justement peut-être partager les pratiques ou essayer de leur donner des conseils? Parce que, comme je disais tout à l'heure, moi, dans le coin où je reste,
ça a été quand même un défi de faire juste déjà expliquer le concept et de le faire bien comprendre. Juste là, c'est comme l'étage zéro de la réflexion. Est-ce que vous partagez vos façons de faire avec d'autres municipalités? Oui, c'est une philosophie qu'on a parce que, vous le savez, soit la main-d'œuvre qui est limitée, hein, ou inexistante, ou l'incapacité de pouvoir engager parce qu'à quelque part, on n'est pas une business qui offre quelque chose. Il faut être cohérent avec ça et conséquemment, il faut innover, il faut collaborer, il faut aller chercher d'autres choses. Puis oui, on est en partenariat avec d'autres. Puis c'est cette prémisse-là qu'on a aussi bâti notre assistant virtuel parce qu'on a fait un outil qui est modulaire, qui est agnostique par rapport au cloud. Puis si quelqu'un demain matin, une autre ville, une autre MRC voulait dire, ben moi j'aimerais ça avoir cet assistant-là, hein, qui traduit en temps réel la conversation entre un citoyen et l'agent, qui m'informe avec des déclencheurs de ce qui se passe, de comment je peux répondre, puis qui m'enseigne ben nous demain matin, on est en mesure de l'exporter. Les gens pourront choisir le cloud sur lequel ils veulent consommer leur service cognitif, pourront utiliser leur téléphone de leur choix, etc. Mais c'est facilement exportable. Fait que c'est dans cette optique-là qu'on le fait. Puis oui, on échange avec d'autres. Je pense que des villes de Québec, des villes de Montréal, des villes de Longueuil, ces temps-ci, font de très, très belles choses. Fait qu'on essaye. On essaye. Oui, c'est bien, c'est correct. S'il y a moyen d'améliorer les services aux citoyens, c'est positif, définitivement. C'est évidemment pas toutes les municipalités qui ont les capacités d'avoir une équipe dédiée, donc c'est souvent là que ça achoppe dans certains cas. Est-ce qu'il y a un conseil, ce serait quoi le conseil, le point zéro pour les plus petites municipalités qui veulent se lancer là-dedans? Est-ce qu'il y a une chose à savoir, une chose à faire pour bien commencer? Écoutez, je pense que nous autres, on a une équipe jeune au niveau de l'innovation, hein? Et on a connu plusieurs embûches juste pour avancer et défricher le chemin. Puis je pense que tant qu'on n'a pas un commanditaire en haut qui dit « Je veux l'innovation », je prends le risque que ça débouche peut-être sur rien, mais je suis prêt à libérer des gens des opérations. Hein, vous savez, l'urbanisme, l'ingénierie, les travaux publics, ils ont 50 000 demandes en arrière, puis à tous les jours, ils vident 50 billets, puis le lendemain, il y a 50 autres billets qui est arrivé. Comment un gestionnaire peut dire « Moi, je prends le risque de prendre du retard dans mes opérations pour libérer mes employés au quotidien qui ont une super bonne idée, d'aller essayer de l'expérimenter, puis de voir si ça ne déboucherait pas sur quelque chose qui nous sauverait un paquet de temps. » Et ça, juste cette chose-là, moi, je pense que c'est la clé. Parce que tant qu'on n'a pas ça, on est juste des gens qui viennent déranger. Hey, on veut innover, on a une super bonne idée, tout le monde dit « Oui, je suis pour l'innovation, mais il n'y a pas de temps pour toi. Combien de temps ça va te prendre? » Je ne le sais pas. Donc, si tu ne le sais pas, tu n'es pas prêt. Il y a tous les moyens du monde de ne pas embarquer, hein, dans cette initiative. Et pourtant, l'innovation, c'est un peu une des seules choses parfois qui nous reste pour faire avancer les choses. Tu sais, pour accélérer la transformation numérique, c'est pas dans la continuité que ça va se faire. Donc, ça va être de plus en plus important dans le contexte ou même au niveau provincial. L'identité numérique va devenir un enjeu aussi à bien des niveaux. Donc, tout va se numériser et systématiquement, nécessairement, les municipalités aussi vont devoir peut-être changer leur approche par rapport à ça. Ça va être intéressant. On va suivre ça de très près. S'il y a du nouveau, si vous avez du développement au niveau du parc, du quartier que vous voulez développer, tenez-nous au courant. Mais déjà, c'était super informatif. Pascal Dionne, donc conseiller principal innovation et ville intelligente à la Ville de Laval. Merci d'avoir été avec nous. Merci, ça me fait plaisir. Nous, on prend une minimale pause, je ne sais pas si je peux dire ça, et on revient avec nos essais de la semaine. Restez avec nous. De retour à Une tasse de tech avec Alain McKenna et Pascal Forget. Et bienvenue à cette dernière portion d'Une tasse de tech, édition Coco de Pâques, édition chocolatée, n'est-ce pas? Et comme c'est une longue fin de semaine, on va se gâter. Avant de parler des 2 appareils téléphoniques Android dernier cri que j'ai essayé, mais qui coûtent aussi une petite fortune, on a un commanditaire les partenaires Microsoft, TELUS, Jura, qui sont partenaires de l'émission. On a aussi là-dedans, Microsoft, TELUS, Jura. Qui est-ce qui manque? Bien, on va remercier C23 et féliciter C23 de nous aider, féliciter. On va les remercier d'être notre partenaire de diffusion d'une tasse de tech. Mais je vais en profiter pour dire d'ailleurs, si vous voulez écouter les anciens épisodes de la balado ou si vous voulez tout simplement que les futurs épisodes tombent automatiquement dans votre appareil d'écoute préféré, vous pouvez vous abonner à Une tasse de tech sur les plateformes Apple Music, Apple Balado, en fait, je voudrais dire Google Balado, Spotify, Deezer.
abonnez-vous. Vraiment, c'est le meilleur moyen de ne pas avoir à courir après ce qu'on fait. Vous savez, on le fait en vidéo sur Facebook, facebook.com/une tasse de tech, youtube.com/une tasse de tech. Et on a aussi la version audio balado plus traditionnelle avec les gens de C23. Ça se trouve sur la page balado du site 985fm.ca. Ils vont aussi partager le contenu sur leur page Facebook respective, 98.5 C'est quoi Montréal, entre autres. Et tout ça se trouve sur les plateformes de votre choix. Donc, n'hésitez pas. On a beaucoup d'archives très intéressantes et on a beaucoup de contenu à venir très intéressant. Et tout ça s'écoute très bien dans des écouteurs comme ceux dont tu vas nous parler, Pascal. Ah, c'est ça qui est drôle et c'est ça l'erreur, la première erreur que les gens vont faire en écoutant, en entendant parler des Sleep Buds de Bose. Voilà. Les Sleep Buds de Bose, ce sont, attention, et là, il faut y aller dans l'étape, il faut bien comprendre, ne quittez pas le podcast tout de suite, sinon vous allez rater. On va les décrire comme des écouteurs parce que c'est des écouteurs de type bouchon qu'on glisse dans les oreilles. Je vais le faire en te parlant. Ils sont très jolis avec une espèce d'arceau qu'on glisse dans la conque de l'oreille. Je crois que c'est toi qui m'avais appris ce terme-là. C'est croquant ici, là, oui, exactement. Oui, et je vais les enlever parce que simplement en les mettant, on a l'annulation active qui est quand même très bien faite. Donc, ça va bloquer les bruits ambiants naturellement. Quand on parle de Bose, on parle évidemment d'annulation active de bruit. C'est un peu eux qui ont lancé les premiers écouteurs, qui ont popularisé les écouteurs avec annulation active de bruit, qui émettent un son inverse qui va annuler. Ouais. Sauf que les Sleep Buds, j'ai les modèles Sleep Buds 2 de Bose dans mes oreilles, je ne l'ai plus dans mes oreilles, mais Sleep Buds 2 n'ont pas d'annulation de bruit active, ils ont des bruits masquants. Et ça, c'est très particulier d'un produit Bose. On s'attend à ce que ce soit de l'annulation de bruit, mais ce sont des bruits masquants qui sont diffusés par les écouteurs. Et c'est là que tu es confondu et que moi, j'ai été confondu, ça ne diffuse pas d'autre chose que ces bruits masquants-là. Ah, donc c'est pas des écouteurs normaux. On ne peut pas s'en servir comme écouteur conventionnel. Si oui, je me trompe prodigieusement, il faut vraiment installer une application à part, il faut charger des bruits masquants dans ses écouteurs. Et là, avec la combinaison de boucher son oreille avec l'écouteur et les bruits masquants, il semble, et Bose a toute une page là-dessus sur son site qui dit que l'annulation de bruit, c'est excellent pour des bruits constants. Un grondement dans un avion, un bruit de moteur de voiture, ça s'annule très, très bien. D'ailleurs, j'ai fait un bruit, ça se peut que l'annulation de bruit du podcast l'enlève tout simplement parce que c'est un bruit facile à éliminer. Mais quand quelqu'un ronfle, par exemple, c'est des bruits qui sont saccadés. C'est que... Et donc, ça marche pas avec l'annulation de bruit standard. Et donc, les bruits masquants, ce que ça fait, moi, par exemple, chez moi, j'ai une porte qui s'ouvre. Je suis près de la porte d'entrée de l'édifice et de temps en temps, quelqu'un rentre et ça gratte, ça brasse. En mettant le bruit, je peux mettre, entre autres, il y a 3 grandes catégories de bruits qu'on peut utiliser. Des bruits de nature, il y a des bruits, donc des bruits de chute d'eau, des bruits de pluie. Il y a des bruits masquants, des bruits donc de ventilateurs, des grondements, des bruits blancs. On appelle souvent ça des bruits blancs, mais c'est aussi des bruits roses, des bruits bruns de différentes fréquences. Oui, des couleurs de bruit maintenant, OK. Il y a des bruits bruns. Je sais pas, honnêtement, je peux pas vous décrire. Comme je dis, ils ont des beaux noms exotiques. C'est pas écrit bruit brun. Je pense que ce serait pas très alléchant pour les oreilles. Mais il y a différents bruits comme ça qui sont des combinaisons de fréquences qui vont faire que le cerveau va moins porter attention aux bruits qui vont arriver de façon inattendue. Moi, par exemple, si une voiture passe et fait du bruit, ben moi, c'est masqué dans les bruits de vagues. Il y a aussi un 3e type de bruit, c'est peut-être plus pour les gens qui ont envie de s'aider à dormir, des bruits de musique New Age, de salon de massage. Je ne sais pas comment le décrire, mais c'est une espèce de bruit imaginé, là. Pium, pium, de bruit de méditation, n'est-ce pas? De méditation, quelque chose comme ça. Il y en a 50 comme ça qui sont proposés. Il faut expérimenter pour trouver ceux qui nous conviennent le mieux, ceux qu'on aime. Parce on dort avec, là, on aime ça. Moi, je pense à beaucoup de gens qui dorment avec des ventilateurs. J'entendais que quelqu'un, là, il prenait un gros bruit de climatiseur. Puis quand le climatiseur ne marchait pas, il y avait de la difficulté à s'endormir. Je pense aux gens qui ont des acouphènes. Moi, je n'ai pas d'acouphènes, je n'ai pas de bruit particulier, je n'ai pas besoin de bruit particulier, mais j'ai quand même bien dormi avec et j'ai été super surpris. Les écouteurs, contrairement à mes craintes, ne sont pas douloureux. Je dors sur le côté.
J'ai essayé plusieurs trucs qui permettent qu'on met sur ses oreilles pendant qu'on dort, mais comme je dors sur le côté, ça glisse. Dans toutes les nuits que je l'ai essayé, il n'y a qu'une seule fois où un écouteur m'en est tombé de mon oreille, mais habituellement, quand on utilise le bon embout, ça fonctionne super bien. La chose qui arrive pour des écouteurs qui ne servent que la nuit, il faut que je le dise, ils sont glissés dans un petit étui que je trouve très chouette. C'est comme un petit bijou. C'est comme une rondelle de hockey avec un couvercle en aluminium qui se déplace. J'assume que c'est de l'aluminium. C'est peut-être un autre matériau. En tout cas, c'est très bien fait. On peut y poser les écouteurs dedans pour 3 recharges. Donc, on a 3 nuits dedans. On n'a pas besoin de les recharger si on part pour une fin de semaine au chalet, par exemple. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on les pose dedans, c'est très joli. C'est arrivé que je les ai mal posés et que la recharge ne s'est pas faite pendant la nuit. Ah oui, ça, donc, c'est au moment de les ça. utiliser, ouais, c'est magnétique, donc il faut les positionner. Une fois que c'est fait, il y a des petites lumières qui indiquent bien que le contact est fait, que la recharge est faite. On les enlève, on choisit la musique qu'on désire, on peut les activer automatiquement si on veut. On peut même les programmer pour qu'ils nous réveillent à une heure précise. Et ce qui est très drôle, c'est comme il nous réveille, on bloque le bruit ambiant, donc ça se peut qu'on entende moins bien le réveil de quelqu'un d'autre. On peut nous réveiller si la pile des écouteurs est morte. Donc, je trouve ça assez particulier. Ben oui, un truc qui t'aide à dormir, qui te réveille si jamais. La chose qu'il faut savoir, pour des écouteurs qui ne permettent pas d'écouter sa musique, qui permettent que d'écouter les bruits ambiants, qui servent pour le sommeil, c'est 330 $. Oh! J'ai regardé, c'est pas donné pour ça. C'est un peu une clientèle assez spécifique quand même. Il faut être rendu loin dans sa recherche d'accessoires. Exactement. C'est un outil, mais pour quelqu'un qui dort avec des bruits qui dérangent son conjoint, sa conjointe, la personne avec qui il dort, quelqu'un qui a besoin de bruits comme ça peut changer la vie, puisque c'est que toi qui entends ces bruits-là. Tu peux les adapter avec tes besoins. J'ai regardé sur le site de Best Buy, c'est eux qui m'ont permis de faire l'essai du produit. J'ai regardé sur les commentaires. Il y a beaucoup de commentaires sur le site de Best Buy qui sont très positifs. C'est très drôle, les gens qui disent hey, « ça a changé ma vie, j'avais un truc qui faisait du bruit, j'achetais une machine à bruit, j'ai plus besoin de ça, je peux utiliser les écouteurs. » Donc, essayez-les. Ils ont une bonne politique de retour Bose pour l'essayer, voir si ça nous convient. Expérimentez avec les bruits. J'aurais énormément aimé qu'ils me donnent, peut-être avec un assistant, tu sais, on parle de l'intelligence artificielle, j'aurais aimé pouvoir que le téléphone écoute et dise, OK, dans ton environnement, tu as tel type de bruit, on te suggère ça. Parce que sinon, il faut vraiment essayer beaucoup de mélanges de bruits pour trouver ceux qui conviennent le mieux. Donc, les Sleep Buds 2 de Bose, très amusant comme produit. J'étais très curieux de les essayer. Très satisfait. Design, look, confort, très surprenant. Essayez-les si vous connaissez quelqu'un qui a de la difficulté à dormir. Ça peut les aider. Merci Pascal. Très intéressant. Et contrairement à des écouteurs, c'était pas très soporifique, donc c'était doublement. N'est-ce pas? De mon côté, j'ai voyagé dans les derniers jours. Je suis allé loin à l'autre bout de la planète et comme c'est très exotique, j'ai amené un appareil photo avec moi. Et j'ai amené en fait un appareil. Et là, ça amène une réflexion parce que j'ai pas vraiment amené un téléphone intelligent parce que je l'ai utilisé surtout pour faire de la photo. Oui. J'ai amené, et tu en as parlé la semaine dernière, le OnePro 10 Pro. Toi aussi, tu as de la difficulté. Cette histoire de nom. Toi aussi, tu as de la difficulté à faire. J'ai trouvé le OnePlus 10 Pro. 10 Pro, tu l'as dit, c'est la marque chinoise qu'on connaît pour, en fait, qui avait une stratégie de téléphone haut de gamme à moitié prix, dans le fond, qui avait une stratégie de prix très, très intéressante. Ça a changé depuis 2 modèles. Et là, ce qu'on a essayé de faire pour compenser, c'est qu'on a utilisé un partenariat avec une compagnie suédoise qui s'appelle Hasselblad, qui fait l'appareil photo. Ça, c'est la 2e génération de l'appareil. Et j'ai eu aussi dans les mêmes instants, la même période de temps, le S22 Ultra, le Galaxy S22 Ultra de Samsung, qui, lui, est la version la plus haut de gamme de l'appareil S22, la plus récente version de ce téléphone-là, qui, lui, a aussi comme particularité d'avoir un appareil photo assez équipé, merci. Et comme ce sont 2 appareils nouveaux et que c'est 2 appareils Android dernier cri, je me suis dit, intéressant, comparons-les. Donc, j'ai eu l'occasion de faire des tests avec les 2. Et je vais vous dire un truc, c'est quand même, on a fait des progrès en photographie, là, en termes de photographie dans les téléphones, et ça mène à réfléchir sur, est-ce qu'on devrait plus parler de photos, de caméras numériques avec fonction téléphonique, parce que c'est vraiment là-dessus que les fabricants insistent de plus en plus. Bon, évidemment, ce sont des appareils qui ont tout le reste aussi. Mais c'est souvent, et j'en parlais d'ailleurs cette semaine avec des gens d'un autre fabricant que je ne peux nommer car je suis sous embargo, mais qui essaie de se présenter comme le numéro 2 des téléphones Android dans le marché. Une marque connue qui était américaine avant et qui ne l'est plus.
qui précisait justement que l'appareil photo est un des plus importants déterminants dans le choix d'achat des gens. Donc, si vous magasinez, je vais vous le dire tout de suite, les deux appareils que j'ai ici font d'excellentes photos. Le S22 Ultra a 4 objectifs et demi, là, je dirais ça comme ça, parce qu'il y a évidemment la possibilité de faire 3 prises de vue différentes jusqu'à 10x de zoom optique grâce au téléobjectif. On a un capteur de 108 mégapixels, ce qui est énorme, mais ce qui vraiment me permet de faire des photos zoomées, donc de prendre plus grand dans l'image sans nécessairement dénaturer. Et c'est ce qui permet de faire un zoom complet, optique et numérique, donc en grossissant les pixels jusqu'à 100x. Dans le cas du OnePlus 10 Pro, on a un appareil qui a 3 objectifs et un flash, et on peut faire de la photo jusqu'à un zoom optique 5x. Et on peut pousser, si on veut, jusqu'à 30x de zoom combiné numérique optique. Et dans les deux cas, je vais vous le dire, les zooms numériques n'ont toujours pas rempli leur tâche de faire oublier qu'ils grossissent et qu'ils amochent un peu l'image. Il y a beaucoup de retouches numériques qui se font en arrière-plan et c'est ce qui permet d'être fait dans les deux cas par le processeur, le Snapdragon 8 génération 1 de Qualcomm. Et ça fait beaucoup de noms et de chiffres et de numéros à retenir, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un processeur qui est extrêmement bien ficelé pour la rapidité du traitement de paquets d'affaires. Les applications ouvrent très vite. On peut faire du jeu vidéo sans bon sens. Il y a beaucoup on va dire, d'intelligence artificielle pour utiliser le buzzword, mais il y a beaucoup de traitements numériques, de choses comme celle-là, la retouche photo automatisée en arrière-plan. Donc oui, il y a de la retouche. On le voit à l'écran quand on prend une photo avec un gros zoom, par exemple, et que c'est flou, ou que c'est un petit peu pixelisé, tout de suite, après une seconde, pouf, l'image va s'améliorer parce que c'est justement le processeur qui vient de retoucher l'image. Malheureusement, ça ne corrige pas les principaux défauts d'un zoom optique. Ce qui est pixelisé va rester pixelisé, mais le contour des pixels ou des flous vont être net. Donc, les espèces de blocs vont continuer d'être un peu fâcheux. Il y a une grosse amélioration et je donne là-dessus 2 morceaux de robot à OnePlus. Je n'ai pas le bon dans les mains. À OnePlus, c'est la fonction photo de nuit. Tous les nouveaux appareils cet automne vantent la qualité de photo de nuit de leur caméra parce que c'est dans l'air du temps, n'est-ce pas? Ben oui. Et là-dessus, OnePlus a peut-être un des meilleurs appareils pour rehausser la netteté ou la clarté de photos qu'on prend dehors le soir, dans une pièce mal éclairée. Des fois, on a l'impression d'être dans un centre d'achat éclairé au néon et l'œil humain est vraiment fort, on voit bien, on prend une photo et c'est sous-éclairé parce que la lumière du néon, c'est pas une température de lumière qui est très élevée par rapport à ce que l'appareil photo peut prendre. Et là-dessus, le OnePlus fait du bon travail. On a l'impression vraiment que c'est une photo extrêmement lumineuse quand on le fait. Donc, j'ai été agréablement surpris. Il y a des réglages artistiques et professionnels avec des très gros guillemets qui sont inclus dans l'appareil, dans l'application de photo de OnePlus, qui sont amusants. Je peux pas dire, je sais pas à quel point, j'ai jamais vu un professionnel photographe, j'ai des collègues photographes, et j'en ai jamais vu un sortir au téléphone et régler les réglages à ce point-là. Donc, je sais pas à quel point ça sert. Je pense que c'est plus une question de positionnement, de dire, nous avons des réglages manuels, donc vous pouvez faire plein de choses incroyables. Oui. Si vous voulez prendre le temps de le faire, ça se fait. Ça se fait très bien avec l'application photo de OnePlus. Donc là-dessus, gros point à OnePlus. Mais pour prise de photo rapide, détaillée et nette, je suis pas mal certain que c'est kiff-kiff entre le S22 et le 10 Pro. Gros avantage au S22 Ultra, dans ce cas-ci, pour l'autonomie, la durée de vie de la batterie, parce qu'elle dure vraiment une bonne grosse journée, même si on s'en sert très intensivement comme touriste. Le 10 Pro de OnePlus, je devais le recharger 2 fois par jour quand je me promenais et qu'on prenait de la photo parce qu'il arrivait à 20% très rapidement. Et ça, c'est vraiment décevant. Même en stand-by, même si on le laisse sur la tablette sans s'en servir, il y a de la fonction en arrière-plan qui se fait sans arrêt et on arrive à la fin de la journée et on a peut-être perdu 30% de sa batterie et pourtant on n'a rien fait. C'est pas négligeable. Évidemment, c'est pas grave si on s'en sert pas parce qu'on peut le laisser brancher puis l'utiliser quand on en a besoin. Mais quand on est sur la route, on arrive vraiment rapidement en fin d'après-midi puis on est un petit peu nerveux si on veut avoir besoin de son téléphone soit pour s'orienter ou quoi que ce soit, des choses comme ça peut être agaçant. J'ai pas eu exactement la même expérience que toi avec le OnePlus 10 Pro. J'active l'économie d'énergie. Le mode économie d'énergie, je l'active un peu plus rapidement qu'un peu moins. Fait que dans les réglages, je pense qu'à partir de 50% de pile, et là, ça semble bien fonctionner. Puis il y a aussi des messages qui vont apparaître avec le OnePlus 10 Pro qui va te dire, OK, ça semble utiliser la pile un peu trop souvent. Veux-tu qu'on l'optimise? Ouais. Ça va ajuster pour tes différentes applications, l'économie d'énergie. Encore une fois, c'est tout à fait possible que... Exact. Il y a ce mode-là dans Android 12, en fait. Donc, tous les appareils Android 12
donc couramment mises en marché, ont ça fait partie du système d'exploitation. Donc oui, c'est offert. Ça paramètre, ça peut avoir un effet inverse, c'est que ça peut rendre, si vous avez un appareil, une montre connectée, et que vous voulez qu'elle fonctionne bien avec l'appareil, ça se peut que ça désactive certaines fonctions à cause qu'on est en mode économie d'énergie. Donc, ça, il faut faire attention aussi. Oui, c'est ça. Puis ça, des fois, ça arrive. J'essaie. Comment ça se fait que ma montre n'est pas synchronisée? Ça prolonge l'autonomie sinon. Mais encore là, vous voyez, je fais un gros soupir parce que j'ai l'impression que ça devrait être entendu quand on fabrique un téléphone haut de gamme, qu'on en a besoin toute la journée, souvent en voyage, parce que c'est là où on se sert de son sans-fil le plus quand on est en déplacement. On n'appelle pas ça un mobile pour rien. Et effectivement, ça, c'était la plus grosse lacune par rapport au OnePlus 10 Pro. Tu vois, j'arrête pas de faire l'erreur. Et dans les deux cas, évidemment, il y a la question du prix. Le OnePlus est 1 149 $ de base, ce qui n'est pas nécessairement une aubaine, mais le S22 Ultra est 1 600 $. Donc, c'est un autre genre de budget. Vous le savez, à ce prix-là, on peut s'acheter un gros ordinateur personnel et même une caméra numérique entière et partir sans se casser la tête. Et honnêtement, si vous avez besoin d'un appareil pour faire de la photo, c'est plus encombrant une caméra numérique, même un appareil, un petit réflexe là, avec l'objectif et tout. Mais un téléobjectif variable 10x, là, un zoom, là, un vrai. Un 17-180, là, ça existe, un 18-180 mm. Là. Écoute, ça va être Ce qui me décourage, c'est que quand tu prends des photos numériques, je pense qu'on a fait un pas de géant dans la computational photography. C'est quoi? Oui, ça, c'est un nouveau mode. Oui, c'est une nouvelle façon d'en parler, là, effectivement. C'est ça, c'est plus la mécanique qui fait le travail, c'est l'informatique qui fait le travail. L'inconvénient, c'est quand tu montres des photos aux gens. Moi, j'ai essayé des fois, j'avais un super appareil photo, 2000 $, tu prends ta photo, tu prends ton temps, tu prends ta photo avec ton téléphone, puis les gens ne voient pas la différence. Les photos à la verticale, croppées, tout croche, rognées, pour publier sur les réseaux sociaux, la plupart des gens ne voient pas la différence. Et donc, avec ton téléphone, tu peux prendre des photos qui sont beaucoup plus utilisables, exploitables, et très, très peu de gens vont voir les nuances, subtiles nuances que tu as vraiment avec un appareil photo, avec un gros capteur. Je veux dire un truc, le OnePlus fait des belles vidéos aussi, mais encore là, c'est dégradé quand on les partage sur les réseaux sociaux parce que c'est jamais à pleine qualité. Ce sont des bons appareils, mais point de vue photo, je suis revenu au Pixel 6 Pro qui coûte 400 $ de moins, puis je n'en porte pas plus mal. Donc, c'est un peu embêtant d'avoir à dire, ben oui, c'est des beaux appareils, mais ils coûtent vraiment trop cher. Puis ça, c'est effectivement là qu'on est rendu. Ça coûte trop cher, malheureusement. Et c'est ce qui fait qu'à la fin de la journée, on chiale parce que notre facture de sans-fil est élevée, parce qu'on doit payer le téléphone qui coûte lui-même de plus en plus cher. Et le Pixel frappe très fort avec un appareil très abordable qui fait des photos vraiment. J'ai hâte de voir. Le 6A devrait sortir bientôt du côté. Puis, selon la mécanique, c'est le même appareil photo, mais avec un processeur un peu moins costaud. Et l'appareil va coûter encore moins cher, mais ça va prendre un peu plus de temps pour avoir le rendu. On parle de fractions de seconde. Et l'appareil ici, il coûte autour de 400 $, de 300 $. Voilà. Très mal. Alors, ce fait aussi, j'avais la montre parce que maintenant, on peut acheter un écosystème de Gugus avec ça. Le OnePlus 10 Pro est vendu avec 100 $ de rabais en ce moment et il vous donne des écouteurs Z-Buds 2 gratuitement qui sont quand même... donc, ça amortit un peu le coût. Il y a aussi une montre connectée, la OnePlus Watch. On l'a essayé il y a quelques mois. Je l'ai jumelé avec ça pour faire... Et ça n'a pas beaucoup évolué. Il y a encore beaucoup de limites de ce côté-là. Donc, belle offre. Le téléphone de OnePlus est beau, mais ils ont vraiment besoin de revenir à la base de leur raison d'être, donc de fabriquer des appareils de qualité qui coûtent moins cher. On n'y est pas encore tout à fait, malheureusement. Mais évidemment, ça fait longtemps, parce qu'il y a des fans de la marque OnePlus et ils ont raison d'être des fans. Il y a une belle philosophie derrière cette marque-là, mais autrement, à moins d'être vraiment un fan fini, il existe d'autres produits qui sont de très belle qualité. Alors, voilà. Merci infiniment, Alain. On va saluer une dernière fois les partenaires. Vas-y! Samsung, si je lisais les notes, Microsoft, TELUS et Jura, peut-être que ça va être un partenaire, Samsung qui là, tu viens d'ouvrir la porte. On est là. Microsoft, TELUS, Jura, GoDaddy.ca, C23 qui diffuse sur le réseau Cogeco. Bonjour les gens du réseau Cogeco qui sont avec nous. J'ai la bouche un peu sèche. Claude Hébert à la mise en onde. Alain McKenna, je te remercie. On peut te lire dans Le Devoir un peu partout sur les réseaux sociaux. On peut me lire aussi sur mon site pascalforget.com et un peu partout. Allez voir ça, abonnez-vous à notre balado. Faites ce qu'on fait à Pâques, manger du chocolat. On vous souhaite une bonne semaine sinon. Et on se revoit bientôt pour une autre tasse de tech. Salut tout le monde!